Je suis Christophe Buron, journaliste à la montagne. À la rubrique rugby depuis 1995, j'ai vécu depuis toutes les périodes phares de l'ASM. Ce n'est pas un exploit sportif, mais j'ai eu l'opportunité d'assister et de commenter les 16 dernières finales sur les 30 jouées par ce club emblématique du rugby français. L'histoire de ce sport m'a toujours passionné. Celle de l'AS Montferrand, devenue il y a 20 ans l'ASM Clermont-Auvergne, m'a donné l'occasion de raconter les grandes heures dans les colonnes du journal et dans plusieurs ouvrages. Et notamment la toute première finale du championnat de France en 1936. L'idée du documentaire que vous allez regarder est venue naturellement. Son origine est un film de 12 minutes, en noir et blanc, sans parole, d'une qualité exceptionnelle, retrouvé dans les archives de Michelin pendant le Covid. Ce film de 1936, raconte-nous comment il t'est parvenu et d'où il sort 88 ans plus tard. J'étais collègue de Stéphane Nicolas, qui est le responsable du patrimoine, et en fin de carrière, je leur ai réalisé un livre sur l'aventure Michelin, et pour me remercier, Stéphane m'a donné un disque dur sur lequel figuraient des milliers de photos, quelques films. Il se trouve aussi que ce film sur la première finale de 1936, la première fois que je l'ai regardé, j'ai été assez époustouflé parce que c'est un film qui est long, avec une qualité d'image exceptionnelle, avec des plans différents, donc plusieurs caméras. Il ne lui manque que le son et la parole. Là, on a l'avant-match avec le départ des joueurs de Clermont-Ferrand, l'arrivée à Toulouse, l'arrivée du train, quelques images de visite de Toulouse, le retour avec un arrêt à Brive. Enfin, donc c'est vraiment un reportage complet sur cette finale de 1936. C'est parti, on rembobine le fil du temps jusqu'au mois de mai 1936 et on vous embarque avec quelques spécialistes de l'ASM et du rugby d'aujourd'hui. Superbe les maillots blancs qui ont été pendant longtemps le maillot numéro 1 de l'ASM. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'on se mette en jaune et bleu. Il faisait des oreilles de lapin. Ah, tu vois, déjà à l'époque, ça déconnait, quoi. Il se tirait les cheveux et tout, quoi. C'est toujours les mêmes blagues, en fait. Le jour du départ de Clermont, joueurs, entraîneurs et quelques dirigeants ont rendez-vous place de Lille, d'où partait le bus pour tous les déplacements de l'époque. Costume 3 pièces, béret, cigarette au bec, le rugbyman de 1936 ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Ah ouais, dis donc, le bus, ouais, c'est quand même... Ah ouais, là, ils partent de Lille, là. Ah oui. Et où c'était l'ancien siège? Ouf. On voit qu'il est un peu tassé quand même, le bus. Il y a du poids à l'arrière. Je pense que les avants étaient au fond du bus. Ah ouais, mais c'est Montlosier, ça, je reconnais, là. Montlosier. Ouais. Les Montferrandais, quand ils jouaient à Toulouse, avaient un week-end bien réglé. Ils partaient le vendredi soir en direction de Brive pour faire une étape gastronomique et un peu festive, enfin disons sympathique, à la Truffe Noire, établissement que les brivistes et les autres d'ailleurs connaissent bien ou ont bien connu. Le lendemain, ils partaient direction Cahors, où il y avait le déjeuner à Cahors, et ils s'arrêtaient dans la Cambrousse entre Cahors et Toulouse, sur un petit stade où il y avait des buts de football, pour faire une sorte de mise en place, avec les avants d'un côté, les trois quarts de l'autre. Bon, enfin voilà comment on préparait les matchs. Direction Toulouse, où de nombreuses finales se sont déroulées, la première ayant eu lieu en 1909. Jusqu'en 1973 et l'avènement du nouveau Parc des Princes à Paris, le bouclier de Brennus se jouait uniquement en province. C'est à Matabio, le matin de la finale, qu'entre en gare le train spécialement affrété des supporters de l'ASM. Plusieurs centaines d'Auvergnats ont profité de l'initiative de M. Pochet-Lagaille, le maire de l'époque de Clermont, et passé ainsi 2 nuits entières dans le train pour venir supporter leur équipe.
Petite anecdote, dans un communiqué de presse publié la semaine avant la finale, il est recommandé aux voyageurs de ne pas oublier les jeux de cartes et les boussées. Mais qu'est-ce donc? Un bousset était un petit tonnelet de 4 litres muni d'une poignée. Quelque chose nous dit que ce n'était pas pour faire suivre de l'eau de Volvic. On parlait pas de défilé encore de supporters, mais moi je suis surpris quand même par la foule quand même qui arrive et qui, voilà, ça ressemble à ce qu'on fait maintenant. On n'a rien inventé avec la Yellow Army, elle s'appelait pas comme ça, mais ça fait longtemps qu'elle existe, quoi. Ben ouais, depuis 36, la Yellow Army était déjà là. Pas mal de supporters qui étaient venus, effectivement, qui étaient déjà là, qui étaient venus les encourager. On a fait que continuer ce qui se faisait, quoi, parce que bon, des trains pour aller à Toulouse, ouais, on en a fait pas mal aussi, j'en avais fait dans des finales. Et je pense que le chemin de fer n'a pas eu une nuance de travaux depuis sur cette ligne, puisqu'on met toujours autant de temps. Bon, il n'y avait pas de drapeau encore, là, quand on voit maintenant un peu ce qu'on peut faire et tout. Bon, le noir et blanc ne nous permet pas de voir si déjà ils mettaient les couleurs, malheureusement c'est comme ils jouaient en blanc. Et puis bon, là on n'a pas de bande-son, est-ce qu'il y avait de l'ambiance, du chant, on ne sait pas. Le premier rendez-vous de l'équipe de l'ASM avec Toulouse est une réception à la mairie la veille de la finale. Dans le même temps, les suiveurs des Montferrandais occupent les terrasses de la place du Capitole. L'équipe, elle, est allée déjeuner à une sorte de guinguette sur le bord de la Garonne, où le président Marcel Michelin était venu les voir pour leur dire ce que leur avait dit déjà leur entraîneur Franck Nel, c'est-à-dire ne vous mettez pas la pression, surtout jouez au rugby comme vous savez le faire, le résultat, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Bon. Construit en 1907, le stade des Ponts-Jumeaux, où évolue le stade toulousain, accueille donc la finale de 1936, Montferrand contre Narbonne. Entre 1909 et 1950, 16 boucliers de Brennus se sont joués sur la pelouse des Ponts-Jumeaux. Pour le public, il fallait à l'époque traverser la Garonne pour accéder à ce stade, qui s'est ensuite appelé les 7 Deniers, puis aujourd'hui Ernest Vallon. Ça c'est marrant, le public, tout le monde est avec béret, chapeau. Bon, alors ce qui me frappe déjà, c'est la pelouse. On voit bien l'état de la pelouse, on est plus sur une notion de champ que de pelouse. Ouais, c'est des champs de patates. Bon, déjà, l'herbe elle est haute. 25 000 spectateurs assisteront à cette finale, une affluence remarquable à l'époque pour un match de rugby entre deux clubs français. Les pesages étaient importants à l'époque quand même. Il y a du monde. Je sais pas si c'était guichet fermé, mais c'est énorme. Mais c'est plein, il y en a partout, quoi. Les gens. C'est impressionnant la foule qu'il y a quand même tout autour du stade, on voit partout. Puis c'est serré, je pense que les gens étaient. Beaucoup de gens debout. Je vois le monde qu'il y avait dans les tribunes, quand même, le rugby était un sport populaire, même en 36. Bon, les mesures de sécurité, à l'époque, chacun se débrouillait comme il pouvait pour assister au match. Là, on voit des gens qui sont perchés sur des murs. Bon, aujourd'hui, ça serait un peu difficile comme ça. Ah ouais, ça, je pense qu'ils ne l'accepteraient plus maintenant, ça. Alors ça, tu vois, ça me rappelle ma jeunesse. Parce qu'en fait, quand il y avait sur la tribune là-bas, quand il y avait pas justement la tribune Philippe Auneau, il y avait la maison de José, et puis il y avait un pylône, là, avec tout un mur d'enceinte, là. Et quand j'étais plus jeune, on grimpait le pylône pour aller se mettre sur le mur d'enceinte pour voir le match. Le décor est planté, place au match et l'entrée des joueurs sur le terrain. Voilà, l'entrée sur le terrain de nos Montferrandais qui sont favoris, il faut le dire, parce qu'ils ont eu un parcours dans les phases finales assez remarquable, en battant largement le Stade Bordelais, en battant ensuite Carcassonne, avec une demi-finale plus serrée contre Bayonne à Paris, mais enfin en passant, et donc l'ASM est favorite face à une équipe de Narbonne, qui elle par contre est jugée plutôt destructrice que constructive sur le terrain. Le coup d'envoi narbonnais de cette finale est un faux départ, le ballon n'ayant pas fait les 10 mètres réglementaires. La domination de l'ASM en début de match est récompensée par une pénalité et 3 points du buteur Pierre Thiers. Que ce soit du pilier au troisième ligne, il était peut-être deuxième un peu plus grand, mais on avait les gabarits un peu partout, j'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup tout court, des joueurs de 110, 120 kilos. C'est aussi noyé par les maillots qui sont
qui sont amples, qui sont certainement lourds, déchirables, etc., etc. Enfin, dès qu'il pleuvait, c'était, moi, même pour ma part, en début de carrière, les maillots, c'était pas ça, quoi. Les maillots d'antan mettaient un peu moins en valeur les différents physiques, qui soient bedonnants, grassouillés ou qui soient athlétiques et taillés. Question gabarit, les temps ont changé, puisqu'en 1936, le Montferrandais le plus gaillard de l'époque était le numéro 8, Lucien Cognier, 1m85 pour 95 kg. C'est vrai que physiquement, on voyait qu'ils étaient moins futés. Quand maintenant on voit des Georges Moala, Pessillato, ils sont moins futés. Mais on sent qu'ils sont robustes, ils sont durs quand même, les mecs. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu jouer à cette époque-là aujourd'hui. C'était rugueux quand même. Ouais, mais les mecs étaient courageux, peut-être. Ça s'achète pas, le courage, hein. Je dis pas qu'aujourd'hui on n'est pas rugueux, c'est plus professionnel, c'est plus... Ça a évolué déjà sur les physiques, hein. Les mecs sont mis à s'entraîner correctement et je crois que les règles là-dessus ont vachement suivi. Les premières images de ce match montrent clairement que les phases de conquête relevaient à l'époque du folklore. J'ai touché une main lancée par le talon. Wow. Ah ouais, lancer, non. J'étais pas un bon lanceur, mais pas comme ça quand même. Hein. Ouais, c'est bon ça, les touches comme ça. Incroyable. Là, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse lancer comme ça. À la louche, comme ça. Je lance une grenade et débrouillez-vous quoi. Ouais, c'est mieux le lancer là. Ah, on a changé de méthode sur la touche. On fait lancer le 9 à la cuillère. Ah ouais, en 9 c'était grenade quoi, c'était l'annonce je pense. Et par contre il lançait loin, hein. J'ai l'impression que c'est limite en des 15. C'est incroyable, j'avais pas vu les lancer comme ça, limite milieu de terrain. La difficulté c'était de pas rater l'alignement quand même, parce que tu laisses comme ça. C'est incroyable quand ils sautent comme ça là. Bon, il n'y a pas de notion de lift et tout ça, hein. Les touches là c'était ça saute à peine, ouais. Et après je sais pas quand est-ce que c'est arrivé les lifts en touche. Je crois qu'il fallait plutôt regarder un peu à droite, à gauche et par-dessus les épaules. C'est autre chose quoi, hein, évidemment. Ce qui m'impressionne c'est vraiment les phases de conquête, que ça soit la touche, la mêlée. C'est pas du tout ce qu'on a actuellement, donc ça fait bizarre de voir ça. Belle mêlée, je pense que nos piliers seraient contents de voir ça. Ils ont commencé la mêlée, il y a quand même un mec de l'équipe d'en face, dans leur mêlée. Et ils le laissent après se remettre, mais il y avait quand même du respect entre les équipes. Ça veut dire que quand il y en avait un qui était par terre ou que la mêlée était mal faite, c'est pas comme aujourd'hui où on se relève, on la refait, et rester en position, il laissait la personne se relever pour être à la loyale, et hop, il recommençait. Ça c'est... Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Ça c'est le talonnage, comment ils appellent ça? Trapèze, non? On ne perdait pas de temps sur les entrées en mêlée, qui étaient pour le moins empiriques. Ah, les mêlées, ça m'embarrasse pas, hein. Ils s'attendaient pas tous quand même, hein. C'est un peu les uns après les autres. Et là, l'arbitre, il a fait comme ça. Le mec, il se penche là tout de suite. Il se met tout seul face à deux mecs. Et les autres arrivent après. Une finale qui se déroule de touche en mêlée. On ne parle pas encore de temps de jeu effectif, mais il était insignifiant par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. Tu vois, d'où l'importance quand même de l'arbitre qui met la marque sur la mêlée. Parce que là, au départ, la mêlée était là, mais elle finit déjà... Voilà, mais comment tu vas arbitrer ça, quoi? C'est impossible. Les mêlées, t'as même pas le temps de respirer, qu'ils sont déjà dedans. Non, c'est incroyable, c'est magnifique. J'étais surpris par le jeu. Ça joue, puis il y a mêlée, ça siffle, ils mettent à mêlée, puis ils sont prêts, pas prêts, ça joue, ça... C'est étonnant, quoi. C'est spécial, hein. Alors, je sais pas comment ça a été arbitré, mais... Bon, l'arbitre, il met les mains sur les hanches, il attend. Il n'y avait pas les commandements, non. Puis si t'étais pas prêt, c'était pareil, hein. Ça a été un peu plus structuré avec les commandements, mais après, je pense que le combat est le même, hein. Là, quand je vois qu'on nous tape sur les doigts pour les liaisons, pour les trucs... Là, il n'y avait pas de liaison, hein. On est quand même très loin de ce qui se passe maintenant au niveau de l'organisation et de la direction du jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, alors dans le bon sens je pense, et surtout pour la sécurité du joueur. Même si je pense que je suis pas sûr que ce soit plus dangereux avant. Avant ils s'imbriquaient directement,
c'était une épreuve de poussée directe. Sauf que maintenant, aujourd'hui, il y a la technique aussi qui rentre en compte. Avant, c'était vraiment une épreuve de force. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de force et de technique. C'est vrai que quand on voit les mêlées maintenant, si on faisait des mêlées comme ça, il y aurait des blessures à chaque mêlée, quoi, vu le gabarit des mecs maintenant. Pour nous, c'est choquant parce qu'on vit dans un rugby moderne. Quand aujourd'hui, on nous pénalise pour le break foot, pour les trucs, c'est des nouvelles techniques. Alors qu'avant, on lançait les deux pieds et pas que les pieds aussi. Des fois, il y a les marrons aussi. Et voici la mêlée de la discorde, où quelques coups bas ont visiblement été distribués, mais que n'a pas pu capter la caméra. Ah, une pénalité et l'expulsion d'un joueur de Narbonne, le pilier qui s'appelait Escafre, qui est exclu par l'arbitre pour brutalité. Donc brutalité qui donne l'occasion d'une pénalité, mais qui est largement ratée par l'ASM. Pendant un moment, Narbonne va jouer à 14. Mais finalement, devant la bronca du public, et en particulier des supporters narbonnais, et puis il y avait effectivement Léon Blum qui était dans la tribune, qui était venu encourager son équipe, et il paraîtrait, d'après ce que j'avais pu lire, sinon entre les lignes, mais même carrément dans les lignes de l'époque, qu'il y avait eu une grosse pression de ce côté-là pour que l'arbitre fasse revenir en jeu le pilier Escafre, qui avait été exclu pour brutalité, parce qu'il n'y avait pas de règlement très précis à l'époque pour ce qui était des expulsions. Et il n'y avait pas le carton jaune virtuel ou pas, ça n'existait pas. Voilà, on va rester là jusqu'à la mi-temps sur ces 3 points de tiers, cette pénalité de tiers. Qui était inconstant, quoi. Je suis pas sûr qu'ils aient toutes les vestes, les machins, les trucs qu'on a des différents équipementiers. Et je trouve qu'ils avaient un vrai style, hein. On a beau dire ce qu'on veut, que ce soit les crampons, le maillot avec la petite... je trouvais qu'ils avaient vraiment un vrai style. La mi-temps, c'était 3 minutes à l'époque. Guerre plus, pause citron, petit massage express. Par contre, il y a toujours le kiné, hein. Petit coup de massage, tu vois, regarde. Hop là, réglé. La fameuse éponge magique. On s'y attendait un peu, hein, je crois, à l'époque, face à cette équipe de Narbonne, mais jeu un petit peu confus. On n'a pas marqué en première mi-temps et les Narbonnais, eux, vont en profiter pour contrer l'ASM en deuxième mi-temps en marquant 2 essais. Voilà, l'ancien touche de l'ASM, c'est là aussi très très approximatif. Ah quand même, ils sont 3 passes. Ah, ça accélère, hein. Ça a dû être... putain, dommage qu'il n'y ait pas le son parce que ça a dû être fort. Hein. Là, tu vois, l'action où ça franchit, ça va marquer. En vrai, c'était pas le même sport. Le jeu des arrières ressemble un peu plus à celui de maintenant, alors que le jeu des avants n'est pas tout à fait le même, on dirait quand même. C'est vrai que quand on voit la vitesse des gars, là, quand je pars sur cet essai, et il y avait quand même de la technique, c'était pas... parce que c'était pas du tout professionnel, quoi, à l'époque. L'essai de Narbonne est bien amené. Bien amené, bien construit. Essai non transformé, les essais étant à l'époque à 3 points, ça va faire 6-3. C'est fini. Après 2 défaites en finale, en 32 et 33 face à Lyon, Narbonne remporte son premier bouclier. C'est magnifique de voir ça, c'est la première finale. Malheureusement, c'était l'ASM qui perd à la fin. On aura connu ça d'autres fois. Ce qui s'est passé, c'est que l'entraîneur Franck Nel, qui détient le record de durée, 33 ans entraîneur à l'ASM, il a joué un coup de poker avant cette finale et il a voulu faire des changements pour déstabiliser l'équipe d'en face. Et finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, l'équipe n'a pas vraiment tourné à son régime, à celui qu'on avait pu observer à l'époque pendant les phases finales, ces matchs gagnés contre Bordeaux, Carcassonne et Bayonne. L'ASM perd sa première finale, elle y reviendra la saison suivante face à Vienne. C'était vraiment un événement, c'était la première en plus. Les 4 finales qu'on fait de suite, de 2007 à 2010, on était rentré dans quelque chose qui était presque naturel pour nous. Ça correspond un peu à ce qu'était la culture du club au départ, c'est-à-dire on jouait au rugby et on pratiquait l'athlétisme et d'autres choses, avant tout pour faire du sport, pour le bien-être de chacun, pour que les têtes soient bien, que le physique soit bien, et que finalement le résultat n'était pas ce qui importait le plus.
Mais quand même, quand on se retrouve en finale, 11 ans après l'accession en première div, enfin qui était l'excellence à l'époque, bon, c'est quand même une occasion là. On a buté à chaque fois, alors plusieurs fois en finale bien sûr, mais bien avant sur d'autres saisons où des joueurs de qualité, hein, des joueurs nationaux et même de réputation internationale sont passés par le club sans pouvoir toucher le bout de bois. Mais c'est bien quand c'est un événement, je pense. C'est pour ça qu'il faudra qu'on y retourne, parce qu'on a tout oublié, nous. Il faut qu'on y retourne. Comme à l'aller, le chemin du retour passe par Brive et l'établissement de la Truffe Noire, où les joueurs de l'ASM vont pouvoir noyer leur chagrin. Ah. Le diététicien. Là, c'est la troisième mi-temps. C'est vraiment un rugby convivial, les mecs à la fin ils se retrouvent, c'est un peu comme maintenant, c'est ça l'esprit rugby quoi. Les tenues d'après-match sont différentes aussi. Le petit béret. Oh, la bouteille, la bouteille, ouais. La bouteille elle avait du vécu je pense. C'est marqué dessus mais on voit pas. Un peu d'oignon là. Ah oui, ça, je pense pas que ce soit de l'eau, non. Hop, pas trop. Ce premier échec dans la quête du Brennus fut le premier d'une série de 10 finales perdues. Il faudra attendre 74 ans avant que l'ASM touche enfin du bois et mette fin à la malédiction. Et puis tous les anciens joueurs qui ont lutté avec ce club pour essayer d'atteindre le Graal, et ben en quelque sorte on leur a permis de le ramener à la maison, de le toucher, de le gagner aussi quoi. Donc ça c'est une grande fierté. Ouais.